il y aura beaucoup de dossiers qui connaîtront des développements vraiment très importants. Alors, il s'est dit que vous avez écouté déjà près de 2 milliers de personnes. Ah oui, oui. Donc, de juin 2021 à aujourd'hui, il y a eu plus de 1200 personnes qui ont été auditionnées par la seule brigade économique et financière de Bamako sur plus de 90 dossiers qui sont en instance à son niveau. Donc, c'est dire que vraiment le travail s'est fait de jour comme de nuit. Mais comme je vous l'ai dit, les procédures se construisent patiemment et efficacement. Donc, ce n'est pas une course de vitesse. Donc, en matière d'enquête financière, on va doucement pour non seulement permettre de réunir des éléments, d'approfondir les enquêtes, mais aussi respecter la présomption d'innocence, respecter les droits de la défense. Mais, Monsieur le ministre, quand les personnes inquiétées s'avèrent être un peu des gens qui ont occupé de hautes responsabilités sous le régime défunt, ne craignez-vous pas que la lutte contre la corruption ne soit perçue comme une chasse aux sorcières? Bon, souvent les gens mentionnent cela, mais en réalité, il n'en est rien. Il n'en est rien. Et contrairement à d'autres pays, nous n'avons pas choisi alors de nous attaquer à tous ceux qui ont eu à gérer les affaires publiques sous le régime défunt. Sinon, dans beaucoup de pays, quand il y a des changements du genre qui s'est opéré au Mali, tous ceux qui ont eu à gérer les affaires publiques sont mis aux arrêts, leurs biens sont confisqués et les procédures commencent. Mais nous avons choisi de rester dans le strict respect de l'état de droit. Donc faire en sorte que seules les personnes contre lesquelles des éléments ont été relevés puissent venir devant la justice. Cela ne veut pas dire que les différentes personnes ne répondront pas de leurs actes un jour ou l'autre, mais seulement on ne va pas les cibler spécifiquement parce qu'elles ont eu à servir dans un gouvernement passé. Certains estiment pourtant qu'il suffit d'être du bon côté pour ne pas être inquiété. Cela n'est pas exact. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, si vous regardez très bien, il y a des personnes qui peuvent être jugées très proches de certains responsables actuels qui sont en détention. Et des hauts gradés de l'armée qui ont été mis à la disposition. Donc, dans toutes les couches de la société, nous avons des personnes qui passent devant la justice. Donc, il n'y a pas de justice sélective. Alors, qu'en est-il des droits de ces personnes que vous poursuivez? Est-ce que tous leurs droits sont respectés? Tous leurs droits sont respectés. Lorsque la personne est poursuivie, il y a d'abord la présomption d'innocence. Elle est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au terme d'un jugement mené de façon équitable. Cela est respecté. Les droits de la défense, les personnes mises en cause ont droit à un avocat dès la phase de l'enquête préliminaire. Elles ont le droit d'être consultées par le médecin de leur choix et au cours de la procédure, les actes leur sont notifiés et ces personnes ont le droit d'exercer des voies de recours contre ces différents actes jusqu'à la clôture. Donc c'est pour dire que leurs droits sont vraiment respectés sur toute la ligne. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que les gens ont l'impression qu'il y a une certaine lenteur dans le traitement des dossiers. Parce que nous tenons à respecter tous les droits pour éviter qu'il y ait des dérives. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes dans une logique de répression pour donner la leçon, ou alors vous êtes dans une logique de récupération des fonds? Il se dit quelque part que Monsieur le ministre a envie de récupérer quand même les fonds qui ont été dilapidés par le biais de la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Et j'allais dire, nous sommes en train de faire les deux. Parce qu'en réalité, une lutte implacable sans recouvrement des avoirs, ce n'est pas une lutte efficace. Et si on se contente seulement de recouvrer les avoirs et de ne pas donner la leçon aussi, ce n'est pas correct. Donc il faut allier les deux. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y avait un ministre de la Justice, quand j'étais procureur, qui me disait ce que vous êtes en train de faire, c'est du spectacle, vous humiliez les gens, vous ne faites que mettre les gens en prison. Il a dit, monsieur le ministre, je suis désolé. Ce qui se passe, c'est que nos textes, en l'état actuel, ont interdit la médiation pénale en matière d'atteinte aux biens publics. Donc ça veut dire que tous ceux qui s'adonnent à cette infraction-là doivent être punis de la manière la plus sévère pour donner la leçon aux autres. Il dit, ah là c'est une mauvaise loi. Il dit, bon, le jour où la loi changera, on appliquera la nouvelle loi. Mais actuellement, on continue à appliquer la loi telle qu'elle est conçue. Mais cela ne veut pas dire que nous ne faisons pas de recouvrement. Et je peux vous donner même des chiffres par rapport aux recouvrements qui sont en train d'être réalisés. Sur la période de 2018
à décembre 2021, je donne des chiffres globaux. Le nombre total de dossiers ouverts en matière de corruption est de 1462 dossiers. Sur ces 1462, il y a 690 dossiers qui sont clôturés et transmis. Et 275 dossiers ont déjà été totalement jugés. Les montants en cause sont de l'ordre de 126 milliards 119 millions 983 938 francs CFA. Et nous avons pu, au titre des remboursements, verser au niveau du Trésor public la somme de 4 milliards 241 millions 661 863 francs sur la période de 3 ans. Les cautions qui ont été versées pour les remises en liberté et autres sont de l'ordre de 15 milliards 372 millions 827 410 francs. Et les remboursements qui sont effectués, rien que pour la session spéciale d'assises de décembre 2021, est de 1 milliard 577 millions 145 907 francs CFA. Des amendes ont été prononcées aussi au cours de cette session pour 639 millions 40 000. Des dommages et intérêts pour 260 millions 150 000. Et les condamnations qui ont été prononcées et dont les montants n'ont pas encore été recouvrés sont de l'ordre de 86 milliards 873 millions 496 505 francs CFA. Et vous espérez les recouvrer? Ah oui, avec la Direction générale du contentieux de l'État, donc des dispositions seront prises pour que ces différents montants puissent être recouvrés. Mais quand quelqu'un rembourse, est-ce que la procédure judiciaire s'arrête? Non, elle ne s'arrête pas. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en matière d'atteinte aux biens publics, la loi a indiqué clairement qu'il n'y a pas de médiation pénale. La médiation pénale vise à mettre un terme à la procédure lorsque la réparation est faite et que le reclassement du délinquant peut être recherché, obtenu par cette voie. Or, en matière d'atteinte aux biens publics, la loi dit clairement que la médiation pénale est interdite. Donc c'est pour dire que lorsqu'il y a remboursement, on peut voir la peine atténuée, mais l'action publique ne tombe pas. Alors, Monsieur le ministre, devant le Conseil national de transition, le Premier ministre a annoncé des audits sur les dépenses liées à la loi d'orientation et de programmation, de la sécurité intérieure, au fonds Covid, à la cession des bâtiments publics. Et qu'est-ce que le ministre de la Justice que vous êtes attend de ces différents dossiers? Bon, ces différents dossiers ont été bouclés et transmis. Donc, les investigations ont déjà commencé au niveau de la brigade économique et financière. Il y a certains qui sont bouclés et, au niveau de la brigade, transmis à la Cour suprême, qui incessamment va commencer ses investigations. D'autres sont au niveau des cabinets d'instruction du pôle économique et financier qui vont aussi commencer leurs travaux incessamment. Donc c'est pour dire que aucun de ces rapports ne dormira dans les tiroirs. On est en train de les traiter de jour comme de nuit. En termes de perspective, vous menez aussi des réformes pour lutter efficacement contre le fléau. Parmi ces réformes, il y a la mise en place d'un pôle national économique et financier. Il va changer quoi? Et la mise en place de ce pôle économique financier va radicalement changer vraiment la conduite des opérations en matière de lutte contre la corruption. En fait, ce qui s'est passé jusqu'ici, c'est que c'est le procureur de la commune 3 qui, en même temps, s'occupe du parquet du pôle économique et financier. Donc, ça fait vraiment une charge très lourde pour une seule personne. Aujourd'hui, avec la création de ce pôle national financier, nous avons détaché les parquets financiers du parquet de droit commun. Donc ça veut dire que nous aurons un procureur spécialisé, des substituts spécialisés, des juges d'instruction spécialisés, des juges au siège spécialisés, une brigade spécialisée. Et cela va permettre à chacune de ces composantes du pôle économique et financier de ne s'occuper que de ça, et donc de façon efficace. Et cela nous a permis aussi de redimensionner les textes sur la compétence du pôle économique et financier en intégrant différentes infractions qui étaient dans des textes épars. Nous avons ramené dans les compétences du pôle économique et financier pour une répression beaucoup plus efficace. Et par rapport aux saisies aussi, jusqu'ici, on ne pouvait saisir que les biens qui sont le produit direct de l'infraction. On ne pouvait pas saisir
par équivalent, où on ne pouvait pas saisir l'entièreté du patrimoine d'une personne mise en cause. Avec les nouveaux textes, nous avons aujourd'hui la possibilité de saisir des biens acquis par la personne bien avant la commission de l'infraction pour se faire rembourser ce que cette personne a eu à soustraire. Donc c'est vraiment une véritable révolution qui est en train de se préparer, une révolution qui sera complétée par la mise en place de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs criminels que nous sommes en train de créer. Les textes sont suffisamment avancés et nous les avons introduits dans les circuits d'adoption. Donc dans les prochains jours, cette structure devrait voir le jour et cela va nous permettre d'agir de façon beaucoup plus efficace dans la lutte contre la corruption. Monsieur le ministre, en matière de santé, on dit mieux vaut prévenir que guérir. Est-ce que c'est valable en matière de lutte contre la corruption? Vous avez parfaitement raison. Tout ce que nous avons développé, ça, c'est le volet judiciaire et répressif de la lutte contre la corruption. Mais en réalité, dans un cadre normal, ce volet répressif ne devrait occuper que 30 à 40% de l'ensemble de la lutte. Le reste doit se faire en amont dans le cadre de la prévention. La prévention de la corruption constitue un maillon essentiel et cette fois-ci qui doit interpeller tout le monde. Tous les départements sont concernés. Tous les secteurs de la vie économique sont concernés. Ce n'est pas une affaire de la seule justice. Citoyens. Voilà, ce n'est pas l'affaire de la seule justice. D'ailleurs, est-ce que vous faites de la prévention, vous, au niveau de la justice? Ah oui, nous faisons beaucoup de prévention à travers les missions de contrôle, les missions d'inspection, les missions de sensibilisation. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont menées pour prévenir les cas de corruption. À travers la formation aussi. La formation aussi, c'est un levier important pour prévenir la corruption. Tout comme la sensibilisation, tout comme le contrôle interne exercé par chaque chef de service à son niveau, ainsi que les missions d'inspection qui sont envoyées chaque fois qu'il y a des faits signalés ou dans le cadre de leur mission classique. Alors, monsieur le ministre, on va dire, si vous le permettez, quelques mots par rapport à quelques autres sujets. Oui. Alors, les hommes politiques, les journalistes, les activistes sont aujourd'hui inquiets au Mali. On parle de plus en plus de rétrécissement de l'espace démocratique, notamment la liberté d'expression. Avez-vous décidé de faire taire toutes les voix discordantes? Non, absolument pas. Absolument pas. Ça, il ne peut pas en être ainsi. Nous sommes dans une démocratie et qui dit démocratie parle aussi du respect des libertés et des droits des uns et des autres. Et ce qui est en train de se passer, c'est que nous avons une application beaucoup plus stricte et rigoureuse de la loi. Nous n'avons pas créé de nouveaux textes. Il n'y a pas eu de nouveaux textes qui soient pris pour rétrécir l'espace de liberté. Et je peux même dire qu'il n'y a pas de rétrécissement d'espace de liberté. En fait, les lois qui sont en train d'être appliquées, c'est des lois qui existaient avant aujourd'hui. Et ce que ces textes ont prévu, peut-être en temps normal, n'ont pas été appliqués correctement, parce qu'on s'est dit qu'on est dans une période normale, il n'y a pas de souci. Mais chaque fois qu'un pays est en guerre, et en guerre contre le terrorisme, avec beaucoup d'adversité de part et d'autre, on ne peut pas se permettre de dire certaines choses qui pouvaient être tolérées par le passé, mais aujourd'hui, on est vraiment obligé de les prendre en charge. Donc il faut bien qu'on remue notre langue cette fois dans notre bouche avant de parler. En fait, il devrait en être ainsi tout le temps. Tout le temps, on devrait faire preuve de précaution pour parler. Mais quand on est en période normale, on tolère certaines déviations. On s'est dit, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, il s'est trompé, il va se ressaisir. Mais quand on est en période de guerre, en période de crise, et je crois que chacun doit faire preuve de responsabilité. Il y a certains propos qu'on ne doit pas tenir, certaines choses qu'on ne doit pas dire. Et on ne réprime pas parce que on est dans une position de force, on les réprime parce que ces faits sont constitutifs d'infractions à la loi pénale. C'est des infractions, je l'ai dit, sur lesquelles on ferme les yeux en temps normal. Mais quand on est en période de guerre, on applique la loi de façon stricte. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que les gens ont l'impression qu'il y a une restriction de l'espace de liberté. Sinon, il n'y en a pas. Sinon, la liberté d'expression, on a interdit à personne de s'exprimer librement. La liberté d'association est là. La liberté de mouvement, tout le monde est libre de dire ce qu'il pense, mais dans le respect de la loi. Parce que la Constitution elle-même le dit,
les différentes libertés sont consacrées, mais elles s'exercent dans les limites définies par la loi. Et la loi a fixé des limites. Maintenant, toute personne qui, au nom de l'expression d'une opinion, franchit la ligne fixée par la loi, tombe sur le coup de la loi pénale. Et là, en poursuivant cette personne, on n'est pas en train de restreindre la liberté. Alors, le centre du pays, monsieur le ministre, le centre du pays qui a connu des événements d'une extrême gravité ces dernières années, au Gossagos, au Gamdan, pour ne citer que cela, des massacres à grande échelle, qu'est-ce que la justice fait par rapport à ces dossiers? Ok, donc avant de revenir à ce point, je voulais appuyer un peu ce que je venais de dire par rapport à l'espace de liberté. Vous l'avez vu avec la guerre en Ukraine. Et les Occidentaux ont été les premiers à fermer les radios russes et pro-russes. Donc, c'est aussi une atteinte à la liberté. Voilà, donc c'est pour dire que ça ne se passe pas que chez nous, ça se passe partout. Mais nous avons choisi de les faire dans les cadres de ceux-là qui violent les lois. Quand vous ne violez pas la loi, nous, on ne vous ferme pas. Vous ne violez pas la loi, on ne vous interdit pas de parler. Maintenant, pour revenir à la question du centre, comme vous l'avez dit, le centre du Mali a été vraiment éploré par beaucoup de massacres, beaucoup de tueries de masse qui ont été commises ça et là. Et c'est vraiment une situation dramatique. La justice, par rapport à ces différents événements, est en train de jouer pleinement sa partition. Nous avons ouvert systématiquement des enquêtes sur tous les cas où il y a eu des violations des droits de l'homme. Parce que qui dit massacre dit violation des droits de l'homme. Sur tous ces cas de violation, nous avons ordonné l'ouverture d'enquêtes et les dossiers sont en train d'évoluer. Et nous sommes en train de prendre aussi des dispositions pour faire en sorte que les enquêtes qui sont ouvertes puissent avancer de façon substantielle. Et aujourd'hui, le pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée a ouvert beaucoup de dossiers, plus de 350 dossiers ouverts sur la période de juin 2021 à la date d'aujourd'hui. Nous avons plus de 350 dossiers que le procureur a déjà ouverts et qui sont en cours de traitement. Et nous sommes en train aussi de faire en sorte que partout où la justice n'est pas sur place à cause de l'insécurité, on puisse permettre à ces populations-là d'avoir accès à la justice à travers la délocalisation des structures au niveau des chefs-lieux de région ou des cercles qui sont beaucoup plus sécurisés. Les observateurs parlent quand même d'une évolution très lente, d'une justice très lente par rapport à ces dossiers. Bon, la justice, elle est heureusement lente. Elle est lente pour mieux faire son travail et pour